Ravi de vous retrouver sur Espace TV. Vous êtes au 20h. Voici les titres du journal. Entre tribunes et pommes de discorde, tout semble faire croire qu'il existe une tension au sein de l'UFDG. Si la grande partie ne souhaite pas aller au dialogue, une frange s'y montre favorable pour une sortie de crise. Et puis rencontre du bureau exécutif du syndicat national de l'éducation le week-end dernier à Zérékoré. Sur la table de discussion, les négociations sur le paiement des primes d'incitation aux enseignants, entre autres. Y a-t-il une crise au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée? La question se pose déjà depuis la publication d'une tribune signée par 3 ou 4 du parti en détention à la maison centrale de Conakry. Pendant que l'UFDG reste ferme sur sa décision de ne pas aller au dialogue, certains cadres du parti viennent de montrer eux aussi leur intention de dialoguer avec le pouvoir pour une sortie de crise. André Moussi-Milimono et Aboubakar Keke-Bangoura pour plus de précisions. Après la tribune de Selou Baldé, Ousmane Gawal et Chérif Ba, tous favorables à un dialogue, c'est au tour de Fodé Marega de montrer sa solidarité à cette tribune. Il invite à son tour le parti à dialoguer. Malgré les avis de ses militants, l'UFDG reste ferme sur sa position. Mais pour ce cadre du parti, sa formation politique n'est pas en crise. Les gens pensent que le fait qu'il y a divergence, il y a crise, il n'y a pas crise. Nous restons constants sur notre position. C'est qu'on a des objectifs ailleurs. Ces objectifs sont entre autres les différentes questions judiciaires sur lesquelles nous sommes par rapport à la libération de nos prisonniers politiques. Il y a la question de notre siège, que cette question de dialogue précise ne nous concerne pas. Selon le responsable adjoint de la cellule de communication du parti, l'UFDG est un parti qui prend en compte les avis de ses militants pour déterminer la position définitive du parti. Une consultation pourrait avoir lieu si les appels au dialogue se multiplient davantage au sein du parti. Si à l'issue d'une consultation que la base nous oriente vers cela, il n'y a aucun problème. Parce que nous sommes un parti démocratique. Lorsqu'il s'agissait de consulter les gens sur notre participation aux élections présidentielles, nous avons fait une consultation. Les résultats ont été rendus publics. Nous avons fait une convention. Donc c'est tout à fait démocratique. La question d'aller au dialogue n'est pas non plus à l'ordre du jour à l'ANAD, allié politique de l'UFDG. Dans une autre tribune, Étienne Soropogui, membre de cette coalition en détention également, n'est pas non plus favorable au dialogue. Diabati Doré partage son avis. C'est vrai, le pays a besoin de dialogue. Et personne n'a dit au sein de l'ANAD ou à l'UFDG qu'on rejette catégoriquement. Mais quand tu prends la jeunesse des choses, je peux dire dans le passé, la Guinée a connu pendant 10 ans plus de 5 dialogues. Mais ces conclusions sont où? Les conclusions de ce dialogue aujourd'hui se trouvent où? Au tiroir de Sékou Touré. Mais c'est un monsieur, M. Alpha Condé, s'en fiche des Guinéens, s'en fiche du dialogue. L'UFDG invite leurs militants incarcérés à resserrer les rangs, car seule l'obtention d'un procès juste et équitable pourrait permettre leur libération. En bref, l'or, un métal précieux très convoité, vient d'être découvert à Gawal, une préfecture située dans la région de Boké. La mine a été découverte dans un district de la commune rurale de Kunsitel, appelé Fello Kasenga, et attire aujourd'hui la convoitise de milliers de personnes. Depuis cette découverte inattendue de l'or, dans cette zone, c'est la ruée entre Kunsitel et le village de Alfaya. On a du mal à reconnaître ces lieux jadis déserts. À Gawal, une crise de logement se fait ressentir. L'exode est impressionnant et vous aurez plus de précisions dans nos prochaines éditions d'information. La Guinée a enregistré plus de 40 cas de paralysé flash aigu chez les enfants au courant de l'année 2021, d'où la nécessité pour les autorités sanitaires de mettre en place une vaste opération de vaccination des enfants contre la polio dont l'âge varie entre 0 à 5 ans dans le pays. Quelques jours après le lancement des opérations de vaccination contre la poliomyélite, 160 363 enfants ont été vaccinés
dans la commune de Matoto. Suivez le passage des agents vaccinateurs dans les foyers et établissements d'enseignement public et privé dans ce reportage signé Ali Badara Camara et Ibrahim Sori Camara. À Matoto, 159 258 enfants sont ciblés par ces opérations de vaccination contre la poliomyélite. 4 jours après le passage des agents vaccinateurs dans les différents quartiers de la commune, 16 363 enfants ont été touchés. Pour accélérer la vaccination, 3 chefs de quartier sont déployés dans chaque centre de santé pour servir de guide aux agents vaccinateurs en cas de réticence. À Simbaya ce matin, une équipe composée d'un agent de santé, un conseiller et un agent de la mobilisation sociale a sillonné quelques foyers de ce quartier. Il y a eu au moins 46 cas de polio en Guinée. Les 46 cas de polio en Guinée, ça représente un danger pour la population, pour la Guinée. Ça, c'est pour éviter les paralysies flash et aiguës. Après les quartiers, l'équipe se dirige dans une école privée à Yimbaya où des cas de réticence sont remarqués. Ici, sur 520 élèves, seulement 70 élèves sont éligibles à la vaccination contre la poliomyélite. Après 10 minutes de sensibilisation, le mobilisateur social se montre enfin persuasif. Nous commençons la sensibilisation un jour avant, n'est-ce pas, la campagne de vaccination, c'est-à-dire un jour avant la date indiquée. Et nous nous occupons également des cas de réticence. Vous savez, les cas de réticence ne finissent jamais. Souvent, nous sommes confrontés aux cas de réticence dans les établissements et ensuite dans les ménages. Pour faciliter la vaccination des enfants contre la poliomyélite dans les différentes écoles publiques et privées, ce conseiller souhaite l'implication du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. On a fait appel au ministère de l'Éducation nationale à travers le ministère de la Santé pour que les enfants soient mis à la disposition de ces vaccinateurs. Et c'est ce qui explique notre présence ce matin dans les différents quartiers, dans les différentes écoles, afin de jouer notre rôle. Un souhait qui est aussi exprimé à l'endroit des parents dans les ménages pour faciliter l'accès aux agents vaccinateurs afin de toucher le maximum d'enfants sur le territoire national. Un reportage d'Ali Badara Camara, remise de kits sanitaires aux femmes victimes de fistules obstétricales d'un coût de 7 millions de francs guinéens. La remise a eu lieu ce week-end au centre médico-social Djigui Espoir à Sangoya, dans la commune de Matoto. Le reportage est signé Djene Bemba Koulibaly et Mohamed Alousseni Camara. La fistule obstétricale est une lésion liée à l'accouchement qui est possible de prévenir et dans la plupart des cas de guérir. Elle laisse les femmes honteuses d'elles-mêmes et souvent coupées de leur communauté. La fistule survient quand une femme ou fille souffre d'un arrêt du travail prolongé sans avoir accès à un temps utile à une césarienne d'urgence. Cette maladie est incontestablement l'un des exemples les plus parlants de l'inégalité d'accès aux soins de santé maternelle, l'une des affections les plus cachées et négligées. C'est dans ce cadre que Rotaract Club Ratoma s'engage à lutter contre cette anomalie. Nous avons vu que la maladie des fistules obstétricales, c'est une maladie taboue. On n'en parle pas beaucoup. Et au point de l'appeler même la maladie de la honte. C'est des femmes qui sont stigmatisées, des fois et par leur mari et par leur famille. Donc on s'est dit pourquoi ne pas apporter une aide à ces femmes, parce que ça répond à un des axes stratégiques du Rotary qui est celui de l'aide à la mère et de l'enfant. Larmes aux yeux, la bénéficiaire a remercié les donateurs et promet de bien suivre les conseils de son médecin traitant. Depuis que j'ai commencé le traitement, je n'ai rien payé. Même le manger, c'est eux qui payent. Je remercie sincèrement les donateurs. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Le président de l'association guinéenne contre la fistule obstétricale s'est réjoui de ces dons et lance un appel aux personnes de bonne volonté à emboîter le pas à ses donateurs. Ce que ça représente pour nous, c'est très important. C'est très important parce que c'est des kits hygiéniques. On a une dizaine qu'on a opéré là,
qui ont été opérés et aujourd'hui déjà on a enlevé les sondes, comme vous avez suivi une première déjà qui vient de dire, elle mouillait. Et aujourd'hui, elle est partie aux besoins comme tout le monde. Selon les évaluations généralement acceptées, 2 à 3,5 millions de femmes souffrent d'une fistule obstétricale dans le monde en développement et de 50 000 à 100 000 nouveaux cas surviennent chaque année. Pratiquement disparue du monde développé, la fistule obstétricale continue de frapper les plus pauvres. Les femmes et filles qui vivent dans certaines des régions du monde les plus dépourvues de ressources sont souvent des victimes. Et je vous l'annonçais à l'entame, guerre d'ego ou bicéphalisme dans les mouvements syndicaux de l'éducation en Guinée ou encore des négociations liées au paiement des primes d'incitation aux enseignants. Voilà des sujets abordés samedi à Zérékoré par le bureau exécutif national du syndicat national de l'éducation. C'était à la faveur d'une rencontre avec les enseignants de la région forestière dans la salle de conférence de la bibliothèque préfectorale de Zérékoré. Le point avec notre correspondant régional Alexis Collier. Encore une fois, le traditionnel slogan est entonné par ces enseignants. Ils sont venus des 6 préfectures de la région à l'invite du syndicat national de l'éducation. Le syndicat national de l'éducation se porte très bien dans la région forestière et vous rassure de l'engagement de ses membres à toujours œuvrer à vos côtés pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants. À la tête de la délégation, le secrétaire général du SNE, Michel Pépé Balamou, a d'abord invité ces structures déconcentrées à l'unicité. La beauté d'un tapis dépend de la diversité de ses couleurs. Une sauce n'est douce que lorsqu'il y a des ingrédients. Ce n'est pas le poisson seul qui rend la sauce douce. Il faut du cube magique, il faut du sel, il faut de l'oignon, il faut de la tomate, il faut de l'eau. Prendre contact avec ces structures à la base, le bureau exécutif du SNE a abordé avec les enseignants plusieurs sujets, dont entre autres les relations de travail et tripartite entre syndicats, gouvernement et patrons, mais aussi la nécessité qui a prévalu la naissance du SNE. À un certain moment donné, il y avait des guerres d'ego, des guerres de leadership, des guerres de représentativité. C'est-à-dire les leaders syndicaux se battaient uniquement pour leur intérêt, pas pour défendre les travailleurs. Et entre eux, il y avait cette querelle. Donc le SNE est né pour tracer une nouvelle voie. Et cette nouvelle voie, c'est de faire un syndicalisme de transformation sociale, de développement et de participation, pour faire en sorte que l'on laisse la politique aux politiciens et le syndicat aux syndicalistes. Les échanges ont aussi porté sur les négociations des primes d'incitation des enseignants. Le syndicat national de l'éducation entend travailler pour la mise en place d'une commission interministérielle chargée de la négociation des primes des enseignants. Un reportage d'Alexis Collier depuis Zérékoré. L'ONG Agir contre le réchauffement climatique a organisé ce week-end à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée sous le thème « La restauration des écosystèmes ». Une session de formation a été initiée à cet effet à l'Université Kofi Annan de Guinée pour mieux sensibiliser les populations. Antoinette Dédé au niveau Guy et Mohamed Aluseni Camara pour le compte-rendu. Cette conférence qui intervient au moment où l'humanité célèbre la Journée mondiale de l'environnement est pour Akorek une opportunité d'interpeller, sensibiliser et conscientiser les Guinéens sur les conséquences de la dégradation de l'environnement. En tant que défenseur de l'environnement, il est nécessaire, selon son directeur exécutif, d'initier cette conférence débat. Il ne s'agit pas d'agir seul. Nous sommes une organisation, mais nous ne voulons pas agir seul. Nous voulons impliquer l'ensemble des citoyens. C'est pourquoi nous avons fait appel aux jeunes, pour que ces jeunes soient l'ambassadeur au niveau de leur communauté. Donc notre objectif, c'est de faire participer tout un chacun, parce que le changement climatique touche tout le monde. La dégradation de l'environnement impacte tout le monde et impactera tout le monde si rien n'est fait dans les prochaines années. L'ONG, en plus du challenge Un anniversaire, un arbre, travaille déjà pour susciter plus d'actions écologiques positives au niveau national afin d'attirer l'attention du public sur les problèmes environnementaux. C'est au village qu'on fait l'agriculture et s'il n'y a pas d'eau, l'agriculture ne peut pas donner. Donc ça peut impacter tout le monde. Raison pour laquelle nous avons initié aussi
ce challenge. Et tout dernièrement, on a lancé un autre projet qu'on a intitulé Éducation environnementale, qui consiste aussi à sensibiliser, parce que au niveau de la lutte contre le changement climatique, il y a deux aspects. Soit c'est la résilience, mais aussi l'adaptation. Mais tout ça, il faut faire appel aux gens, parce que ça peut toucher tout le monde. Des panels d'échange sur l'écosystème ont permis aux participants d'en savoir davantage. J'ai appris beaucoup de choses. La protection de l'environnement, c'est un enjeu qui nous interpelle tous. J'ai écouté deux conférenciers qui nous ont donné beaucoup d'informations, qui ont fait sortir des éléments sur lesquels nous devons nous baser pour participer à la protection de l'environnement. Ils nous ont expliqué toutes les lois dont le pays dispose dans le cadre de la protection de l'environnement. Ils ont aussi fait cas des manquements de ces lois et ils ont interpellé tous les participants par rapport à leurs droits, à leurs devoirs dans le cadre de la protection de l'environnement. Et on parle basketball dans cette édition. Le SLAC est sacré champion des playoffs 2020-2021 au terme d'une finale disputée tout en maîtrise face au Orea AC ce dimanche au Palais des Sports de Conakry. Le président Sakoba Keita a dressé le bilan du championnat avant de se projeter sur les perspectives des différentes équipes. Paul Fatia Tunkara et Mohamed Alousseni Kamara ont suivi la finale. Pour nous, voici leur compte rendu. Réputée d'organiser régulièrement ses activités, la Fédération guinéenne de basketball vient de clôturer ses playoffs malgré la crise sanitaire. En finale des playoffs, le Orea AC est tombé sur un SLAC en mode patron qui s'est largement imposé sur un score de 86 contre 44. Le président de la Fédération guinéenne de basketball dresse le bilan de la saison qui s'achève. Je pense que c'est un championnat magnifique. En Ligue 2, vous l'avez vu, on a eu un champion. En Ligue féminine, en Ligue 1 aussi, tout le monde a joué. C'est vrai, malgré la période de pandémie, ce n'était pas du tout évident. Donc, remerciement au gouvernement qui nous a permis de jouer, de permettre aux jeunes de garder leur force et aussi de se développer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le sport guinéen n'a rien perdu. Et ça, c'est totalement intéressant pour nous et cela nous permettra de continuer notre développement et donner de très bons résultats les années à venir. Pas de temps à perdre. Après les compétitions nationales, la Fédération guinéenne de basketball se projette déjà sur les éliminatoires de l'Afro-Basket Women. On ne dormira pas du tout, parce que déjà il faudra retenir que l'équipe de Guinée reçoit à Conakry le 26 et le 27 déjà l'équipe de Cap-Vert qui viendra pour les éliminatoires de l'Afro-Basket Women 2021 qui vont se dérouler du côté de Yaoundé. Donc nous sommes encore sur ce front. Nos professionnels se préparent déjà pour être en route pour Conakry, pour espérer arracher leur ticket de qualification devant leur public à Conakry. Sacré champion de Guinée pour la 3e fois consécutive, le SLAC va représenter la Guinée aux prochaines éliminatoires de l'Afro League. C'est un titre plus que mérité. C'est une chose encore plus importante parce que le titre donne à SLAC la possibilité de jouer la qualification pour NBA Afro League. Pour rappel, la Guinée disputera l'Afro-Basket 2021 au Rwanda, prévu du 24 août au 5 septembre 2021. Un reportage de Paul Fatia Tunkara et de Mohamed Bangoura. La marque Tecno a procédé ce week-end au lancement de son nouveau téléphone de série Camon, le Tecno Camon 17 Pro. La marque a ainsi mis l'accent sur les selfies pour les utilisateurs avec une caméra selfie de haut de gamme. C'est dans un réceptif hôtelier que le lancement a eu lieu devant certains responsables de la société. Mohamed Valek Touré et Ibrahim Sori Sengsouma. Cette marque de smartphone Technopro a pris le devant de la scène une fois de plus avec le tout nouveau téléphone de sa série Camon 17 Pro. Une marque qui vient faciliter les selfies pour les utilisateurs avec une caméra, un taux de rafraîchissement et un écran de haute définition. L'objectif est de permettre aux jeunes de pouvoir naviguer sur Internet en toute fluidité. L'importance est beaucoup liée à l'évolution de la technologie et à la demande actuelle. Vous savez, nous sommes à une génération, nous sommes à une époque où les réseaux sociaux occupent une place assez importante dans la vie quotidienne d'un jeune et d'un adulte aussi. C'est pour ça que nous avons lancé les deux séries qui répondent effectivement à la demande de la jeunesse.
La série Camon, nous avons orienté ses capacités beaucoup plus sur la qualité de la photo, notamment les selfies. Vous savez, aujourd'hui, un consommateur moyen prend en minimum 7 photos par jour. Donc nous avons voulu mettre à la disposition des consommateurs un téléphone qui réponde à toutes leurs exigences en termes de selfie et en termes de la qualité. Avec des selfies de 64 mégapixels en photo plus 4 caméras, du point de vue de l'image, le téléphone est testé par des experts permettant aux utilisateurs de gérer leur propre image, ce qui fait la valeur du selfie. Nous avons été choisis en tant qu'experts. Quand vous faites du digital, en fait, l'image est un des moyens par lesquels vous communiquez. Et nous avons été choisis en tant qu'experts en marketing digital pour tester le Camon 17 Pro et pour en ressortir les qualités en termes d'image. L'écran FHD de 6,8 pouces offre une clarté incomparable et constitue un véritable régal pour les yeux. Chaque bord semble plus net et les couleurs plus éclatantes. Nous communiquons sur les panneaux, sur les réseaux sociaux à travers nos KOL. Ce qui concerne la communication, on est basé sur ces 3 étapes. On compte faire des tournées de promotion dans les régions et puis avec les radios. Doté des fonctions plus modernes, le Tecno Camon 17 s'appuiera également sur la nouvelle génération TEIVOS 2.0 pour optimiser les réglages photo en fonction des changements de paysage de l'utilisateur. Et cette édition réalisée par l'ensemble de la rédaction d'Espace TV prend fin. Prochain point avec l'actualité à 22h avec Moussa Mouessila. Merci pour l'attention et bonne soirée.